le sait, mais pas par des documents écrits, parce qu'à l'époque, il y avait, à l'époque des invasions barbares, comme on le dit aujourd'hui, ou dans le haut Moyen-Âge, il y avait guère de documents qui disaient oui, alors en cette année-ci, le village de tel et tel bascule de la germanité. Ça, on n'a pas. On n'a pas ça. Par contre, on a quand même des traces. La toponymie, donc l'étude des noms de lieux, en connaissant quelques règles linguistiques, on sait que là, ce secteur-là doit être germanisé assez tôt. Ah non, ici, ça doit être germanisé plus tard. Je vais vous donner un exemple. On appelle ça en allemand la Lautverschiebung, on dit en français la mutation consonantique. Je vais vous prendre un exemple, un ou deux exemples. On sait que le T germanique devient ts en allemand autour du 7e, 8e siècle. Exemple, entre l'anglais et l'allemand, j'essaie de faire un ou deux. Heat en anglais, la chaleur, ça devient en allemand Hitze. Die Hitze, vous voyez le T qui devient de la coup ts. Ou par exemple, a little bit en anglais, beat, a little bit, qui veut dire un petit peu, en suisse allemand, petzeli. Vous voyez ce T qui devient ts. Alors, on reconnaît vraiment beaucoup de T qui devient ts. Alors, je vais vous donner un exemple, un ou deux exemples comme ça. Par exemple, Zurich en latin, en latino-celte, donc celte turicon, en latin turicum, et tout d'un coup le T devient ts. Alors, on sent que le nom a été germanisé tôt. Alors bon, on suppose aussi, est-ce que les Germains connaissaient déjà le nom avant, puis il avait déjà fait la transformation, mais on suppose que Zurich a été germanisé plus tôt que par exemple un village qui n'est pas très loin de le canton de Schwyz qui s'appelle Tucken. En latin tardif Tuconia, mais si ça avait été germanisé autour du 7e, 8e siècle, ce ne serait pas appelé Tucken, mais Zucken, voyez. Mais comme ça s'appelle Tucken et pas Zucken, on dit la germanisation est plus tardive. Je donne encore un autre exemple, deux autres exemples. Vous avez au français, beaucoup dans le Jura bernois, Jura, on ne va pas entrer dans les détails, mais cours, basse-cour, etc. En France, du côté du canton de Vaud, vous avez beaucoup de Corcelles aussi, sur Neuchâtel, tout ça, aussi sur Fribourg-Corcelles, du latin cortina, qui correspond dans le canton de Berne, vous avez un Gurzelen. Vous voyez ce Gurzelen, cortina, Gurzelen, alors on sent que la germanisation était assez précoce, donc 7e, 8e siècle. 3 minutes, difficile. D'accord, alors j'abrège rapidement. J'abrège. Sauf si... C'est un petit peu pour que les personnes qui s'étaient annoncées puissent aussi passer. Mais voilà. Vous êtes d'accord, alors continuez comme c'était fait. Bon, alors, donc un mal. Et après, vous avez dans le canton d'Uri un village juste avant le Gothard qui s'appelle Gurtelen. Pas Gurzelen, mais Gurtelen. Germanisation beaucoup plus tardive, seulement au XIIe siècle. Et vous dites maintenant, canton d'Uri, c'est germain, c'est la Suisse centrale, la Suisse initiale, le Guillaume Tell et compagnie, les Germains, les Teutons contre les Habsbourg et tout ça. Mais en fait, si vous grattez un tout petit peu là-bas, le latin n'est pas loin. Vous arrivez à Göschenen, c'est Kaskina, la hutte de berger. Vous avez les gorges de Schölenen, c'est Scalina, les petits escaliers, etc., etc. Donc on gratte un tout petit peu, germanisation tardive, et etc., etc. Donc comme ça, on arrive à voir un peu les vagues de germanisation.
Je termine ma petite histoire sur les instruments de la communication avec des sons plus précis, plus fins, plus harmonieux. Je vous disais tout à l'heure de la passion de la famille vers l'accordéon diatonique. Et donc, l'accordéon diatonique, l'accordéon en général, n'est pas un instrument, disons, moderne, mais son intérieur, son principe, le principe de l'anche libre qui met en sonorité cet instrument, il remonte à 2500 ans avant Jésus-Christ. Et l'anche libre nous vient du sud-est asiatique, donc les lieux que maintenant nous appelons Laos, Vietnam, Cambodge, Thaïlande. Ils ont inventé là, les hommes déjà, l'anche libre pour que nous, aujourd'hui, nous puissions jouer des instruments. Je vous le montrerai entre quelques minutes, dans minutes. Je vous montrerai ces instruments et l'évolution aussi de ce petit instrument. Le brevet a été déposé à Vienne le 5 du mois de mai de 1829. Donc mon arrière-grand-père, qui était né dans le 1840, c'était un des premiers en Vallée d'Aoste à jouer ces instruments. Et son fils, donc mon grand-père, Jérémie, a été connu, passé à l'histoire comme l'arracheur des soufflets. Mon père, au contraire, pour une douzaine de bonnes années, il a fait le musicien professionnel. Après, il est arrivé la guerre de Libye, donc la guerre de l'Afrique. Après, le maquisard et tout ça. Et en 1944, ils ont dû vendre tout. Ils ont dû vendre aussi son accordéon. Déjà, avec cet accordéon, on a pu quand même regarder l'esprit de la musique des Alpes. Les anches ne sont pas encore en acier, mais elles sont encore en laiton. Le laiton a été abandonné parce qu'il était trop faible. Donc, on devait changer souvent les anches et les joueurs, les musiciens, ils avaient des problèmes. L'évolution, ce sont les accordéons diatoniques construits à fin 800 et une maison très précise, avec une façon très précise de reproposer ces instruments, les a reproposés et les a reconstruits. Il s'agit de la maison de construction des frères Castagnari, des Marques, les Marches, région du centre Italie. Déjà, deux timbres, déjà des basses augmentées, pas une quatrième, mais déjà une dizaine de basses, une douzaine de basses. Ils sont passés 4, 8 et 12 et 16 maintenant. On a des accordéons diatoniques jusqu'à 28, 30 basses. Tout ça a été remis en vie, merci à des manuscrits qu'on a retrouvés à Sarre, tout en face de ma ville. On a un village qui s'appelle Sarre, où il y a le château des rois d'Italie, que je ne vous invite pas à inviter parce que c'est quelque chose de très très négatif. Plein de cornes, donc le roi Victor Emmanuel II il est venu chercher des centaines de milliers de bouquetins en Vallée d'Aoste. Mais quand même, à Sarre, quelqu'un, il a sauvegardé ses airs. Écoutez ça.
Alors, du côté de la Suisse occidentale, on voit que qu'autour du 9e siècle, autour du lac de Bienne, c'est plus ou moins jusqu'au lac de Bienne germanisé, et qu'il y a déjà une première vague qui passe les Alpes, direction Valais, donc Brigue, etc., etc. Alors là, c'est une première vague qui s'arrête. Et puis après, ça reprend, parce qu'il y a des fois des moments de pause, tout ça, et tout d'un coup, ça repart. Et après, tout d'un coup, vous avez des noms de lieux qui, aujourd'hui encore, sont bilingues, comme par exemple, vous avez les fameux autour du lac de Bienne, Douane, Etvan, Serlier, Erlach, etc., etc., ou la grande question de Rallye, par exemple, comment est-ce qu'on dit Saanen au français? Gesnay, c'est le vieux mot francophone ou roman qu'on disait jusqu'au 12-13e siècle, et d'un coup ça passait à Saanen. Ou encore Viège, qui est le vieux mot roman qui vient fiche tout d'un coup. Rarogne, Raronne, ou alors la question de Rallye aussi, Zermatt, en dialecte haut-valaisan, comme est-ce qu'on le disait en français, enfin en franco-provençal, Pra-Borgne. Matte, en allemand, c'est la prairie. Pra, en patois, c'est la prairie, le pré. Et puis Borgne, c'est le cervin qui fait un peu la borgne, comme ça. Donc, cervin, cervino, les petits cerfs qui galopent sur la montagne. Les Italiens, cervini. Donc, le cervin, etc., etc. Donc, on voit la germanisation qui avance jusqu'à Salgesch, Salkenen. Vous voyez, et puis il y a Sion, qui était relativement germanophone jusqu'au 19e siècle, mais plutôt pour des raisons politiques, parce que c'était le Haut-Valais qui dominait le Bas-Valais jusqu'en 1798, et alors tout le gouvernement, les têtes pensantes, si on peut dire ça comme ça, étaient stationnés à Sion, mais après la germanisation, Sion est redevenu francophone aujourd'hui. Voilà. Et donc voilà un peu ces vagues de germanisation de la Suisse romande actuelle. Et du côté de la Suisse allemande, il y a aussi le même phénomène. Alors, j'ai un cousin qui habite du côté du lac de Wallenstadt. Wallenstadt, c'est juste après le lac de Zurich, le prolongement dans la direction est de la Suisse. Lac de Wallenstadt, très beau lac d'ailleurs. Wallenstadt, si vous grattez un tout petit peu les toponymes à côté, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de mots, de toponymes d'origine latine. On gratte un petit peu et c'est les noms d'origine latine. Alors effectivement, c'était une région, le lac de Wallenstadt, le canton de Glaris, le canton d'Appenzell, où on parlait encore une espèce de romanche jusqu'au 12-13e siècle. Et après, ça bascule gentiment, mais sûrement ça ne fait jamais brutalement. Mais petit à petit, ces endroits sont germanisés. Alors, Wallenstadt, comment s'appelait Wallenstadt en romanche? Riva. Incroyable, la rive, pourquoi? Stade, au vieil allemand, ce n'est pas la ville, mais Stade, c'est le rivage, et puis Wallen, ce sont les Welsh. C'est la rive des Welsh, parce que pour les Allemands qui arrivaient, ces gens parlaient le rhétoromanche, puis c'était des Welsh. Des Welsh. Et qu'est-ce que c'est les Welsh? C'est un mot en langue germanique pour désigner toutes les personnes qui parlent le latin ou le celtique. Donc ce n'est pas une insulte, c'est simplement comme les Anglais ont les Wales, les Gallois, les Flamands ont leur Welsh aussi, ce sont les Wallons. Vous voyez? Et puis même en Alsace, ils avaient les Welsh, c'est ceux qui parlaient le français en fait. Donc c'est un vieux mot. Et puis même la Valachie, c'est en fait en Roumanie, c'est cette zone roumaine que les Slaves appelaient les Valaques, donc ceux qui parlaient le belge. Donc voilà. Donc, et puis petit à petit, la germanisation avance et Coire est germanisé en 1464. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand incendie à Coire qui ravage tout. On fait venir des ouvriers du Nord qui parlent allemand. Ils reconstruisent la ville et du coup la ville est germanisée. Et voilà. Puis encore une dernière vague un peu mystérieuse, mais les Walser, vous avez peut-être déjà entendu parler des Walser. C'est des gens d'origine de l'Oberland bernois qui franchissent le col du Lötschberg, qui arrivent justement du côté de Brigue. Une certaine quantité germanise contre le bas, direction Salkenen, et d'autres montent la vallée de Conche, conca en latin, comme une cuvette, une conque, un coquillage, et qui montent, qui passent le col de la Furca,
qui germanise le vallon d'Urseren, qui est Uranais maintenant, qui passe au Grison, qui germanise petit à petit, non pas brutalement, mais parce qu'on les appelle, les seigneurs des Grisons les appellent, car ils n'avaient pas leur pareil pour cultiver en hauteur. C'était les champions hors normes, ils savaient couper le foin et les sécher sur des espèces d'échalas. Hein. Et petit à petit, ils germanisent. Davos, jusqu'au 1200 et quelques, on parlait le Rätoromanche, et tout d'un coup, ça bascule en allemand, etc., etc. Prättigau, Preti, Pratum en latin, la région des prés, Pra en patois, justement, etc., etc. Alors, voilà un petit peu pour la germanisation des deux côtés de la Suisse, de Suisse orientale, Suisse occidentale, Suisse orientale. Dernière communication. Je vous laisse avec ce morceau, avec un grand accordéon, 14 kilos. En vous remerciant de votre attention, je remercie M. Zach qui m'a invité. Bon, Tozor, pour préserver l'esprit alpin, une belle aussi accordéon qui a un sacagna, la bien de possibilités. Je vous propose en musica de la mia vallada, la vallada de la Val de Cogne. Il temple à l'église à Saint-Cueil ou à Chuiseille? À Saint-Cueil, un petit concert avec des chansons en patois, en franco-provençal. Santo, per me e per mia femella Liliana, che non sert le Duca, li trovava a Dotten. Les garçons sont à Berlin. Ils sont à Berlin pour quel motif? Parce qu'ils sont là, passent de l'autre côté. Tenons de style. Ils sont à Berlin pour l'autre motivation. Ils sont déjà en train de tenir des stages pour des nouveaux musiciens qui veulent apprendre aussi la musique des Alpes avec ces gamins. Bon, nous on les appelle toujours gamins, même s'ils ont 43 et 31 ans. Donc, si vous pensez qu'un gamin, donc 25 et à 31 ans, part de ma ville, du Val d'Ost, dans le cœur des montagnes des Alpes occidentales, pour aller à Berlin pour montrer à jouer de la cornemuse à des gens qui viennent de l'Écosse. Maintenant, c'est comme ça, la communication. Merci beaucoup, bon après-midi.
Et maintenant, j'aimerais, on en vient quand même au nom de lieux, j'aimerais vous comparer quelques noms de lieux entre la zone franco-provençale et la zone qu'on peut qualifier de rhétoromanche. Exemple, la Forclaz, le col de la Forclaz, tout ça, vous imaginez, ça vient du latin furcula, vous imaginez comme une fourche et le col passe entre les deux doigts de la fourche, si vous voulez bien. Et la Fourca, c'est la même chose, c'est le même nom, c'est-à-dire le col. Et vous avez énormément de lieux dits en Suisse allemande, Furke, Furkele, c'est la Fourca. Ou bien, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, justement, dans le Val d'Ost, vous avez des villages, un lieu dit Car, un autre, Cheto, Nus et Diemo. Car, c'est le 4e, Cheto, c'est le 6e, Nus, c'est le 9e, et Diemo, c'est le 10e. Et là où habite mon cousin, autour du lac de Wallenstadt, vous avez aussi des noms de lieux. Mon cousin habite dans un nom de lieu qui s'intitulant Gons, c'est second ou second. Juste à côté, il y a Brunch, Primus, premier. À côté, un peu plus loin, il y a Terzen. Après, il y a Quarten, Quinten. Hein? Et c'est au fait le chapitre de Coire, donc ceux qui géraient la cathédrale de Coire, qui avait numéroté certains territoires, Primus, Secundus, Tertius, Quartus, Quintus, qui est entré en langage rhétoromanche. Et après, l'allemand l'a gardé, Brunch, Gons, Terzen, Quarten, Quinten. Hein, vous avez des choses comme ça. Parlons du jour de la semaine. Vous avez au Valais le col du Demècre. C'est le col du mercredi, hein, parce qu'on avait l'habitude de monter le bétail le mercredi. Vous avez aussi l'Huy de Sonde, de Sonde au samedi. Donc c'est la paroi rocheuse de samedi, je ne sais pas pourquoi. Vous avez un autre roi, ça s'appelle le Devindre, vendredi. Et en Suisse allemande, vous avez la plus grande montagne, la plus haute montagne de la Suisse orientale, le Sentis. Ça vient de quoi? On imagine que c'était un gros propriétaire qui s'appelait Sambatinus, né un samedi. Et parce que, écoute, on a beaucoup d'enfants, on ne savait plus trop comment les appeler. Hein. C'est comme les Romains, hein, au bout d'un moment où vous avez des tas d'enfants, alors après c'est Quintus, numéro 5, Sextus, numéro 6, Septimus, numéro 7, Octavus, numéro 8. Alors là aussi, certainement, un enfant né un samedi, on ne sait pas trop comment l'appeler. Allez, Sambatinus, né un samedi, terminé. Et ça donnait son nom à Sentis. Vous voyez? J'ai encore 2-3 choses et puis j'arrive au bout parce que les couleurs, par exemple. Albeuve, de le canton de Fribourg, Alba Aqua, l'eau blanche, hein, Albeuve. Où vous avez aussi Regivu, l'eau rouge, hein, un peu ferrugineuse, Rhodes en patois, Regivu. Où vous avez Sassener, le rocher noir, hein, Saxum, comme l'a dit M. Rion avant, Ner, noir. Et vous avez les mêmes choses du côté de la Suisse allemande, qui était autrefois romanophone. Vous avez dans la vallée du Lötschental, Verden. Vous dites Verden, ça a l'air allemand, ça sonne allemand. Non, pas du tout, c'est vert, ça vient de vert. Verden, hein, il prononce Verden au lieu de dire vert. Hein.
parce que c'était un endroit qui avait où les plantes avaient la peine à mûrir, donc ça restait longtemps vert, d'où Verden, c'est vert. Où vous avez aussi Realp, dans le canton d'Uri, Alpes, c'est blanc, puis Realbrius, Albus, donc la rivière blanche de sédiments, ou le Pitsner au grison, le Pitz noir, voilà. qui ne sont plus des gamins évidemment, mais ils sont musiciens de leur métier et normalement l'aîné joue du violon et le petit 31 ans, il joue des flûtes, cornemuse, saxophone, mais tous les deux jouent de cet instrument qui est l'instrument emblème de la famille, il s'agit de l'accordéon diatonique, donc c'est le diato, c'est un peu l'instrument déjà de son papa, de son grand-père, de son arrière-grand-père. Donc il est un conte à deux familles. Et la chanson que nous vient écouter avec le demi-ton, è una chanson traditionnelle, non c'est pas qui l'a écrite là. Le premier qui l'a transcrit là, c'est Jean-Baptiste Serlogne, notre poète, et la petite, la fenna consolaille. Elle raconte d'une fenna che la dû partir loin travailler parce que l'homme lì malade, et quand torne il village, c'est le chiozzo que sont la mort. Et la besoin avant les dire, les tombes que les morts. E beh, inizia a ploiare lì in via, tout le peu que le ployait anche les morts. Voilà, c'est un peu l'histoire d'une veuve gay. Voilà.
Pour l'actualité, encore deux choses, puis après je vous laisse tranquille, mais pour l'actualité, vous avez tous entendu parler, voilà, le Piz Cengalo au Grison, hein, où il y a eu les éboulements, tout ça. Vous avez aussi le Tsingelhorn de le canton de Glaris, ou Tchingla de le canton de Saint-Gall. C'est Kingulum en latin, la ceinture, la région qui fait un peu comme ça, qui est un peu en rond, comme ça, comme une ceinture. Et vous avez aussi chez nous Saint-Glo, Wallon de canton de Vaud. C'est justement un endroit qui fait un peu comme un arc du cercle, comme ça, un Saint-Glo. Donc vous voyez, que tu es promené avec mon cousin de les montagnes, Tchinglen. Pour lui, pas de problème, mais je lui dis, mais Tchinglen, ça n'a pas l'air germanique, ça. Tchingla, Tchinglen, etc. Vous voulez dire quelque chose? Non. Peut-être. Voilà. Et puis, finalement, je vous prends deux noms de lieux par ici, et puis je vous les transpose dans le canton de Glaris. Moy-Margot, la Moy, terrain marécageux. Alors, dans le canton de Glaris, vous avez un lieu dit Molis. C'est le même mot, mesdames et messieurs, le même mot, Molis, endroit marécageux, qui nous montre la germanisation très tardive, donc au XIIIe, XIVe siècle seulement. Molis, Moy-Margot, hein, Moy. Pardon? Margot, c'est Marguerite. Margot, c'est une femme, pour les raisons qui nous échappent. Margot, Marguerite. Et puis, Noval. Les Novals, c'est un terrain, des nouveaux terrains, en fait, qui ont été gagnés par défrichement, hein, Noval. Alors, si je vous dis, ceux qui connaissent l'histoire suisse, ou bien 1388, bataille de Neffels. Neffels, c'est les Novals. C'est un terrain qui a été défriché. Hein, Noval, Neffels, vous voyez. Donc, on voit souvent des pendants entre
toponymes de Suisse romande et des toponymes dans cette région de Suisse orientale récemment germanisée. Donc il y a encore d'autres exemples comme ça, mais voilà, donc je veux dire, c'est vrai que si vous grattez de certains endroits suisses allemandes, la latinité jaillit. Voilà, je n'ai terminé, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions...
il y a beaucoup plus de chants en français parce que dans la tradition, en Vallée d'Aoste, nos recherches nous ont démontré et fait découvrir un tas de chants en français qui était la langue de culture de notre région et qui est la langue avec l'italien paritaire. C'est un peu un gros mot à dire paritaire parce que c'est plutôt l'italien chez nous, mais bon. Et les chansons françaises sont très très nombreuses, c'est des chansons qu'on retrouve un peu partout dans l'air francophone avec de différentes mélodies, même des mots qui changent, mais l'histoire est la même. Et en tant qu'animateur dans les classes, surtout des maternelles, parce que nous on est des grands-pères et dans les maternelles ça marche très bien, parce que les enfants nous écoutent volontiers, comme d'ailleurs les enfants écoutent les grands-parents. Et on va surtout proposer des chansons aussi qu'on a composées. Moi j'écris les paroles et mon fils l'aîné, le cadet on dit. Son fils est un peu aussi le mien. Oui, aussi le sien. Oui, c'est vrai que c'est aussi le sien. Et le plus jeune, il met la musique. Et là, on vous fait écouter un petit bout d'une chanson pour enfants qui a pour thème le froid. Aujourd'hui, on a une magnifique journée, c'est pas vraiment le cas, mais donc on a même sorti un CD pour les gamins et que les gamins aiment beaucoup. Et je crois que la chanson est un moyen très efficace de transmettre le patois. Et avec les tout petits, la mémorisation des mots qu'après on travaille dans d'autres situations, mais ça marche terriblement bien. Voilà, le fret. L'eau frette. Mais la conta di premi fret, zalle la neige sur le tête, zalle le lève du robinet, zalle le fleur et le baiser, zalle la cuillère la peau, zalle le zalle di pezzo, dans le savello mangiate, grappe le fret pour Zalle leve di robinet, zalle le fleur et le baiser, zalle la cuillère di la peau, zalle le sale di pezzo, dans le savello mangiate, crabe de fret.